En matière de finances personnelles, le risque est grand, très grand, de ne rien gérer. Mais quand il s'agit du couple, alors là, c'est pire. On va en parler ensemble. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lisla. Donc, sur cette chaîne, je te parle argent, finance, budget, mindset, épargne, positivité de manière très concrète et très fun pour booster ton compte en banque. Donc, si l'argent, c'est un sujet pour toi, c'est un vrai problème, t'aimerais bien savoir comment ça fonctionne, t'aimerais en savoir plus et t'aimerais en avoir plus, ne bouge pas et abonne-toi, mon ami, car cette chaîne, c'est la tienne et parlons finances. Par ailleurs, je te serai infiniment reconnaissante si tu prends quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo que YouTube te proposera juste après celle-ci. Pour l'immense majorité des gens, l'argent, c'est un vrai sujet de stress, de nervosité et d'angoisse, et c'est pire dans les couples. Il y a énormément de couples, oui, énormément de couples pour lesquels l'argent, c'est un sujet tabou. C'est hyper fréquent, peut-être que même toi tu le sais, ou peut-être que toi-même tu es concerné par ça. Dans nos communautés, il n'est pas rare de voir des couples dans lesquels la femme ignore mais complètement le niveau de revenu de son mari. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas ses fiches de paie, elle ne sait pas combien d'argent il gagne. Il y a même certaines histoires qui sont fréquentes, enfin assez régulières, où le monsieur décède et c'est là que la famille se rend compte, alors soit qu'il est hyper endetté, ou soit qu'il a énormément d'argent en banque. Mais c'est un vrai problème, ça, cette histoire d'argent par rapport au couple. Ça paraît impensable, ça paraît invraisemblable, mais l'argent, les problèmes d'argent, le manque de discussion et de transparence vis-à-vis de l'argent, c'est le facteur numéro 1 des causes de divorce en France. Et bien loin devant les histoires d'infidélité, elle a eu un amant, il a eu une maîtresse, etc. L'argent arrive en numéro 1. Alors, on est d'accord que l'idéal, c'est de creuser, même de débattre de ces questions liées à l'argent dès le début de la relation. Tu es d'accord avec moi? Mais même si tu n'es pas au début d'une relation, même si tu es déjà marié, bien engagé, que tu vis déjà en couple, écoute attentivement cette vidéo parce que tu auras les moyens, les leviers de pouvoir inverser la barre si besoin. Pour bien gérer l'argent dans le couple, il y a principalement 5 étapes que je vais partager avec toi tout de suite. La première étape, c'est de définir un objectif commun. Cette première étape, même si elle n'a pas été faite au début de la relation, on peut toujours la faire, toujours la mettre en œuvre. Pourquoi? Elle est importante. C'est la base pour pouvoir prendre le pouls financier, tester la température financière du couple et mettre les choses à plat, discuter une fois pour toutes ou bien discuter, bien échanger, bien débattre, même si on pourra le faire ultérieurement, en sachant d'où on part et ce qu'on fait, du moins ce qu'on veut faire au niveau du couple. En fait, selon moi, c'est une étape qui permet de bien se connaître sous l'angle financier, si je puis dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on va se poser des questions au sein du couple, des questions mais de la vie courante, pour savoir mais quelles sont les aspirations de monsieur et quelles sont les aspirations de madame, quelles sont nos envies, comment on se situe lorsqu'il s'agit de dépenses, quelles sont nos aspirations respectives. Par exemple, où est-ce que tu aimes partir en vacances? Chacun répond. Est-ce que c'est dans un Airbnb, en faisant du camping, dans un hôtel de luxe, dans un hôtel 5 étoiles, chez l'habitant, enfin bref, en donnant nos aspirations, par exemple, sur un thème aussi basique, aussi banal que voyager, que les vacances, mais ça permet déjà de situer vers quoi le couple doit s'orienter lorsqu'il s'agit de vacances. Où est-ce qu'on veut habiter? Est-ce qu'on veut habiter dans une grande ville, à la campagne, un appartement, une maison? On veut louer, on veut être propriétaire. Tu vois, tout ça, ce sont des questions simples, ça paraît anodin, mais c'est tellement important au début d'une relation parce que ça donne vraiment l'orientation, la route vers laquelle doit se diriger le couple. Ça va vous donner le marqueur, un indicateur fort du train de vie dans lequel vous vous situez. Si vous n'êtes pas encore marié, là, se pose la question du mariage en lui-même, la célébration.
Alors, tu aimerais quel genre de célébration? Un mariage avec 400-500 invités? Un mariage hyper intimiste, juste les proches? Ou alors peut-être des invités triés sur le volet entre 50 et 100 personnes? C'est capital de savoir ça. Ce sont des choix qui nécessairement vont impacter vos finances. Autant régler ces questions-là tout de suite. Tu sais, il y a des questions embarrassantes, des questions gênantes. En anglais, on dit awkward questions, c'est-à-dire qu'on n'ose pas poser ce genre de questions. Et finalement, quand on est déjà en couple, eh bien, on se retrouve devant le fait accompli. Du genre, on n'a pas osé demander à son fiancé ou à sa fiancée, mais comment tu gères ton argent? Tu as des dettes, tu as pris des crédits, tu joues au jeu d'argent. Enfin, moi, je ne sais pas, toutes sortes de questions qu'on n'ose pas se poser, qu'on n'ose pas aborder franchement lorsqu'on est ensemble. Ben, il faut mettre ça sur la table. Et du coup, ça me rappelle l'histoire de Steve Harvey, parce que je l'ai entendu raconter une histoire, puisque bon, il est dans un truc super bizarre en ce moment avec sa femme, où on accuse Marjorie Harvey d'avoir trompé Steve avec un garde du corps et avec un jardinier. Bon, bref, ça fait le buzz aux États-Unis, c'est un truc de fou. Bon, il faut dire que Steve Harvey, il est hyper connu, il est aussi connu qu'Oprah Winfrey. Bref, et donc, il a parlé, il est sorti du silence pour défendre sa femme et il a dit que, en fait, lorsqu'il s'est marié avec sa femme, bon, il a expliqué, je ne vais pas te raconter tout le truc, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que il ne faut pas croire que Marjorie, c'est une arriviste qui est venue avec lui parce qu'il avait de l'argent, etc. En fait, quand il l'a rencontré, il expliquait qu'il n'avait pas d'argent et en fait, il avait tellement pas d'argent que lorsqu'il était marié avec elle, peut-être 1 ou 2 ans après leur mariage, il a appris que son comptable ou quelqu'un qui était chargé de gérer ses finances n'avait pas fait les déclarations au fisc. Donc, il se retrouvait à devoir, je sais pas, une dizaine ou une vingtaine de millions de dollars au fisc, 22 millions de dollars je crois de mémoire, et sa femme était là. Il explique qu'elle a participé au fait de rembourser cette dette au fisc. Et en fait c'est ça, parce que lorsqu'on est marié et que l'un des époux est endetté, ben, il rentre dans le mariage avec la dette, ben, ça va suivre le couple forcément. Donc autant le savoir dès le départ. Je dis pas que c'est pas parce que quelqu'un est endetté ou gère mal ses finances qu'il ne faut pas l'épouser. Enfin, je ne dis pas ça. Mais au moins, tu sauras à quoi t'attendre. Deuxième étape, dresser la liste des dépenses communes. Logement, sortie, voyage, épargne, alimentation, impôts. Bref, on dresse la liste de tout parce que c'est cette étape-là qui va vous permettre de vous projeter et de placer des projets à court, moyen et long terme. Par exemple, selon l'endroit où vous souhaitez habiter, où vous irez habiter, ça va plomber ou pas vos finances. Donc, moi, comme pour tout, je dis qu'il faut savoir raison garder. Je dis que si vous êtes un couple comme il en faut, avec de grands projets, vous avez envie de bâtir des choses ensemble, ben, c'est un peu dommage, c'est un peu aberrant d'aller claquer tout votre argent pour pouvoir assouvir vos envies et vous faire plaisir sur le moment. Il y a une différence entre nos besoins et nos envies. Les besoins, c'est ce qui fait, ce sont les fondamentaux de la vie. Donc le loger, le boire, le manger, le vêtir, enfin bref, toutes ces choses indispensables à la vie. Tout le reste, et je dis bien tout le reste, y compris les smartphones, ça fait partie des envies. Tout simplement parce qu'on peut s'en passer, on peut vivre sans. A contrario, on ne peut pas vivre sans manger, on ne peut pas vivre sans s'habiller, on ne peut pas vivre sans se loger. Il est vrai que de nos jours, bon, il est quand même assez rare qu'une jeune fille sorte de chez ses parents pour aller se marier, n'est-ce pas? Souvent, bien souvent, elle a déjà vécu chez elle, elle a son propre appart ou elle a fini ses études, enfin bref, elle a déjà une indépendance. Donc, lorsque deux personnes vont se rencontrer et décider de se marier, moi, le conseil que je donne, c'est de faire attention à ne pas augmenter d'un seul coup votre train de vie parce que vous avez 2 revenus, parce que ça va plomber vos projets. Et c'est là qu'intervient l'étape numéro 3. Faites un budget, dressez un budget pour le couple. Établissez le budget du ménage et là, vous allez décider entre vous de savoir comment vous allez répartir ce budget, quelle fraction chaque
chacun va apporter dans ce budget. Est-ce que vous allez faire du 50-50? Est-ce que vous allez faire, je sais pas moi, du 60-40? Est-ce que vous allez par exemple séparer les factures? Monsieur prend tout ce qui est lié au logement, peut-être aux charges liées au logement, et madame prend en charge tout ce qui concerne la nourriture, l'entretien des enfants, etc. Ça, c'est hyper personnel, hein? C'est le couple qui décide. Encore faut-il décider. Ça dépend aussi de combien vous gagnez respectivement. Si monsieur gagne 3 000 € et madame 1 500, ou inversement, monsieur gagne 1 500, madame gagne 3 000, c'est peut-être un peu inéquitable de faire du 50-50. Mais bon, c'est personnel, c'est à vous de voir. Quatrième étape, comment vous allez gérer les dépenses. Est-ce que vous allez régler ce qu'il y a comme charge, gérer vos dépenses de ménage à travers un compte joint ou plutôt à travers vos comptes personnels respectifs? Le conseil que je pourrais donner à ce stade-là, c'est de conserver vos comptes respectifs, mais d'ouvrir un compte commun. En général, enfin l'idéal pour un couple, c'est d'avoir 5 comptes. Un compte courant perso, un compte d'épargne perso pour monsieur, un compte joint, un compte courant perso, un compte d'épargne perso pour madame. Si vous voulez rajouter un 6e compte, ce serait un compte d'épargne pour le couple où les deux auraient besoin d'apposer leur signature pour tout transfert d'argent. C'est-à-dire qu'un chèque qui partirait de ce compte d'épargne, il faudrait les deux signatures. Aucun mouvement ne peut se faire, aucun mouvement de retrait, hein, je veux dire, ne peut se faire sans les deux personnes. Comme ça sécurise un petit peu. À moins que vous vous fassiez énormément confiance, mais même en amour, la confiance n'exclut pas le contrôle, c'est-à-dire qu'on peut se faire confiance et avoir établi des bases de fonctionnement sur lesquelles va s'appuyer la confiance. Il y a l'adage qui dit « en amour, on ne compte pas ». Oui, mon ami, en amour, on compte aussi, c'est important et c'est même sain. Donc, du coup, sur le compte joint, le compte courant joint pour les dépenses du ménage, vous allez évidemment avoir chacun une carte de ce compte joint-là. Vous aurez tous les deux autorité sur ce compte. Vous serez co-titulaire et chacun de vous, 1 ou 2 jours après avoir reçu sa paye, va effectuer un virement automatique, donc pas un virement manuel chaque mois, hein, c'est fastidieux. Donc, un virement automatique 1 à 2 jours après que la paye n'ait été virée et qui partira sur ce compte joint, en fonction bien sûr de la proportion que vous aurez déterminée au préalable. Donc, du coup, chacun des époux pourra utiliser la carte à chaque fois qu'il s'agit d'une dépense relative au foyer. Ce qui est sympa avec le compte joint, c'est qu'on ne se pose plus de questions. Qui va payer quoi en fait? La crèche, compte joint. L'eau, compte joint. Électricité, compte joint. Le loyer, compte joint. Quand on va au resto, compte joint. Quand on va au ciné, compte joint. 5e étape, si tout cela vous paraît compliqué, soit parce que vous n'avez pas démarré au début, ou soit parce que vraiment vous avez pris trop de mauvais travers, de mauvaises habitudes, il faut vous faire aider, vous faire accompagner par un coach expert en finance, un professionnel qui pourra remettre les choses à plat avec vous pour vous aider à démarrer ou à redémarrer sur de bons rails. L'argent ne doit pas être un sujet de tension dans votre couple parce que c'est trop grave. L'argent, c'est un outil et comme pour tout outil, tout bon outil, il doit être manié et géré avec dextérité. C'est comme le couteau d'un grand chef cuisinier. Il en a besoin pour pouvoir mettre en place ses bons plats. L'argent, c'est la même chose. Si vous vous laissez dépasser par ces questions d'argent, c'est un sujet que vous ne maîtrisez pas, vous courez à la catastrophe, vous aurez des difficultés, vous aurez énormément de tensions inutiles dans votre couple. Voilà mon ami ce que je voulais partager avec toi. Dis-moi en commentaire si tu as un compte séparé ou si tu as un compte joint pour pouvoir gérer les dépenses de ménage de ton foyer. Ou alors tu me dis si tu aspirerais plutôt à avoir un compte séparé ou un compte joint dans le cas où tu te marierais. Pense à liker cette vidéo, partage-la massivement tout autour de toi dans tes groupes WhatsApp. Abonne-toi mon ami, oui, abonne-toi de manière à ce que notre belle communauté puisse encore continuer à évoluer et à grandir. Je te rejoins tout de suite sur Instagram, mon compte c'est L7 Finance. Autrement, je te retrouve ici même sur YouTube pour de nouvelles aventures financières. Et en attendant, je te laisse avec cette vidéo-là. Je suis sûre qu'elle t'en apprendra beaucoup à propos de toi-même, de ton mindset et de tes finances. Bye bye!